Bah, honnêtement, j'ai pas l'impression de faire des sacrifices, même du tout. Il y en a aucun qui me vient à l'esprit parce que je fais ce que j'aime et je pense que n'importe qui aimerait vivre de sa passion. Salut à tous, c'est Adamson et bienvenue sur InstaLife, la chaîne essentiellement dédiée aux créateurs de contenu par des créateurs de contenu. Alors pour cet épisode, on va parler de Sophie Fantasy. Donc Sophie Fantasy, c'est une créatrice de contenu liégeoise, plus précisément une blogueuse mode et lifestyle. Elle a vraiment l'ADN de la créatrice de contenu actuelle, c'est-à-dire que c'est une personne qui est vraiment très proche de sa communauté. C'est vraiment la bonne copine, quoi. Elle répond très souvent à ses abonnés, elle s'intéresse à eux, etc. Enfin voilà, elle partage énormément de sa vie. Je pense qu'elle doit être à 100 stories par jour. Bon, j'exagère, hein, mais vous voyez le genre de compte où dès que vous regardez les stories, il y a genre 50 000 petites barres au-dessus là, c'est Sophie Fantasy. Elle a un taux d'engagement mais hyper élevé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le taux d'engagement, en fait le taux d'engagement, c'est un petit peu, on va dire, tous des calculs qui établissent la réactivité. Et donc en fait, elle est la preuve que le taux d'engagement est encore plus important que le nombre d'abonnés parce qu'elle collabore énormément et avec de grandes marques, notamment elle a collaboré avec Milka, avec qui elle collabore encore actuellement. Elle collabore même avec RTL Play, donc voilà. Pour ceux qui aimeraient devenir influenceurs ou blogueurs, etc., qui ont peur de se lancer parce qu'ils pensent qu'il faut avoir 200 000 abonnés pour pouvoir en faire sa vie, détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Et vous allez voir que durant cette interview, en fait, elle fait énormément de confidences qu'elle n'a jamais fait sur ses réseaux sociaux. Et oui, InstaLife sont des privilégiés. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, voire même vous abonner. Ça nous ferait énormément plaisir. Sur ce, pour moi, c'en est fini pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et je vous souhaite un bon visionnage. Même moi je ne le sais pas honnêtement, voilà. J'ai commencé avec ce pseudo en fait il y a bien avant que je lance mon blog, Instagram, etc. De base, il y a très longtemps, j'étais émo. J'avais un style vraiment particulier, le noir sous les yeux, les cheveux crêpés, je coupais des têtes de Barbie que je mettais en collier, enfin très trash. Et je me faisais appeler X Toxic Sof avec les zéros à la place des O, les 2 petits points sur les I, etc. Voilà, je passe les détails. Et en fait, on n'arrêtait pas de m'appeler tout le temps X Toxic Sof. Un jour, j'en ai eu marre et j'ai mis Sophie Fantasy pour changer, mais ça n'a pas de signification particulière ou... Enfin voilà. Et même moi, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, parce que c'est un pseudo qui remonte à tellement longtemps que je serais incapable de dire pourquoi. C'est vraiment aucun rapport avec la création de mon blog et d'Instagram. Je l'ai juste gardé parce que les gens me connaissaient déjà sous ce pseudo-là, voilà. C'est un pseudo qui a au moins 10 ans, donc à savoir. Joker. Épanouissement. Rire. Bricolage, parce qu'on faisait vraiment beaucoup de bricolage avec ma maman. Là c'est dur, au bout de 3 c'est déjà compliqué. Heureux, tout simplement, et bonheur. Globalement, c'était une enfance très heureuse, très épanouie. J'ai pas de mauvais souvenirs d'enfance en fait. J'ai été vraiment très heureuse pendant toute mon enfance. Oh, c'est dur. Alors j'ai une très mauvaise mémoire. J'ai vraiment une très mauvaise mémoire, c'est-à-dire que ma petite soeur par exemple, elle est toujours capable de dire à tel âge, par exemple à 4 ans, j'étais habillée de telle manière et on était à tel endroit. Moi je suis incapable de dire ça. Je sais, mais tu vois, j'arrive pas à ressortir des souvenirs précis quoi. Par exemple, bah voilà, les bricolages avec ma maman, qu'on faisait beaucoup à la maison, ça c'est quelque chose qui a fait partie pendant longtemps de mon enfance, que j'aimais beaucoup. Les anniversaires, elle faisait toujours des super anniversaires pour nous, avec toutes mes amies à la maison, sur un thème particulier, toujours des bricolages, enfin voilà, ce côté-là j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que comme tous les enfants, j'ai voulu tout faire.
danseuse, chanteuse, enfin voilà, les rêves de petite fille, on va dire. Mais sinon, après, quand j'ai un petit peu grandi, j'ai d'abord voulu pendant très longtemps être dessinatrice, mais pour des livres pour enfants. Je me débrouillais pas trop mal, mais c'était pas des dessins d'adultes. J'ai toujours gardé ce côté très enfantin dans mes dessins, dans les personnages que je dessinais. Ça, c'est quelque chose que pendant longtemps j'ai voulu faire. Ensuite, quand je suis vraiment arrivée en milieu de secondaire, là, j'ai voulu être psychologue. Donc encore rien à voir. Ensuite, j'ai voulu être journaliste. Et puis finalement, j'ai fait des études de logopédie. Alors je suis quelqu'un de très, même trop sociable. Mes amis se foutent toujours de ma gueule parce qu'elles me disent clairement que je serais capable de parler avec un chien avec un chapeau. Parce que je parle à tout le monde. Si je vais à une soirée toute seule, je repars après cette soirée avec 15 nouveaux amis. Je suis très sociable. Sinon je suis beaucoup positive de manière générale. Même les pires trucs qui me sont arrivés dans ma vie, j'arrive toujours à trouver le positif dans tout, à rebondir. Ça, je pense que c'est vraiment les deux traits principaux de mon caractère. Sinon, je sais pas, positive et sociable. Au niveau de mon travail et de la création de mon contenu, je dirais que pour le moment, en tout cas depuis une bonne année, la personne qui m'inspire le plus, c'est Léna Mafouf, donc Léna Situation, qui est une influenceuse française qui a seulement 22 ans, je pense, donc elle est même plus jeune que moi. Mais elle a une approche du truc qui est totalement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est hyper spontané, hyper naturel, elle inclut ses amis, elle rend limite ses amis célèbres. Enfin, elle arrive vraiment à tourner les choses d'une manière que je trouve très naturelle et super agréable à regarder, avec toujours de l'humour, de la positivité. Et je trouve que ça me ressemble assez bien en fait. Je me retrouve beaucoup au travers de son contenu. MSN, ça compte comme un réseau social? Je pense, ouais, MSN et puis Skyblog. Je réfléchis, il n'y avait pas d'autres trucs, qui ensuite est devenu Skyrock. Donc c'était mes premiers blogs déjà à l'époque, alors que pourtant j'étais pas du tout blogueuse, on va dire. Je partageais des photos de mes looks de ma période emo, justement. Avec des photos un petit peu artistes, noir et blanc, pull Superman, lunettes de soleil. Voilà, je mettais des textes un peu l'âme d'un poète. Et du coup, cette période-là où j'étais sur Skyblog et puis Skyrock, c'était justement la période de X-Toxic-Sof. Donc Sophie Fantasy n'existait pas encore. Et voilà, ouais, j'ai commencé sur ça. Et puis MSN, bien sûr, en parallèle. Voilà. C'était le début de tout, je pense. Je pense un peu naturellement, comme tout le monde, on s'inscrit sur un réseau, puis après on découvre que c'est pas uniquement que regarder des photos, on découvre d'autres comptes. La toute première influenceuse que j'ai suivie, c'était le blog de Betty. C'était du coup une blogueuse, donc en dehors d'Instagram, donc elle avait un blog et maintenant elle a quand même pas mal d'abonnés avec le temps sur Instagram parce que c'est une blogueuse qui existe depuis je sais pas combien d'années, au moins 10 ans, même plus, je dirais même plus. Et c'est la toute première que j'ai suivie vraiment via son blog. Et puis par la suite, sur Instagram, quoi. Mais sinon, ouais, je sais pas, c'est en scrollant, je pense, sur les réseaux qu'on finit par découvrir un petit peu le métier. Mais sinon, voilà, j'ai pas fait de recherche précise pour savoir ce que c'était. Alors 2017, c'était une année pas très cool pour moi, même pas du tout. C'est-à-dire que donc, dans le cadre de mes études de logopédie, j'étais en stage cette année-là, donc pour mon TFE, et j'ai subi du harcèlement moral sur mon lieu de stage. Harcèlement moral qui a été très loin puisque j'ai été suivie par la suite par une psychologue, etc. Je faisais des cauchemars, des insomnies, j'avais des idées noires. Enfin voilà, j'étais vraiment dans une période au plus bas de ma vie, à tel point que quand on me disait ça va, je me mettais à pleurer. En fait, j'étais plus moi-même. En 2017, en tout cas début 2017, j'étais plus moi-même. J'étais pas la personne que vous avez là en face de vous aujourd'hui, on va dire, qui est justement sociable, positive, souriante. J'étais pas comme ça en 2017. Pendant l'arrêt, entre guillemets, de mes stages, etc., parce que bien sûr, j'ai dû mettre un terme à tout ça.
Je ne voyais plus personne, je restais enfermée, je ne faisais pas grand-chose de ma vie puisque c'était un peu une période de transition. Et ce que j'ai fait en fait pour passer le temps, tout simplement, je me suis réfugiée dans les concours Instagram. Donc, j'étais devenue une addicte des concours, je faisais tous les concours qui passaient. Et un jour, j'ai gagné le concours justement d'une autre influenceuse. Donc moi, j'étais pas du tout encore influenceuse à ce moment-là. J'ai gagné le concours de Made by F, donc France, qui était une de mes blogueuses préférées. Et le concours consistait en fait à aller la rencontrer et de participer à un tournage pour une marque de produits de beauté, voilà. Et du coup, ce jour-là, je l'ai rencontrée et elle nous a expliqué avec les autres gagnantes du concours ce qui l'avait amenée justement là où elle était aujourd'hui, comment est-ce qu'elle était devenue blogueuse comme ça du jour au lendemain. Et en fait, son parcours m'a énormément inspirée parce qu'elle a fait un burn-out. Et pendant son burn-out, donc elle a été en arrêt pendant je ne sais plus combien de temps, pendant cette période-là, en fait, elle a créé son blog qui a été pour elle une thérapie. Et puis après, quand elle est retournée au travail, elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait plus travailler dans ce milieu-là et qu'elle a gardé son activité de blogueuse comme temps plein, comme job principal. Et en fait, à partir du moment où elle a expliqué ça et que moi j'étais dans une période où forcément j'allais pas bien du tout, je me suis dit, si elle l'a fait, pourquoi pas moi ? Sachant que moi, j'avais déjà tout cet attrait pour la mode, les réseaux sociaux. J'étais déjà fort sur les réseaux, fort dans les bons plans, les partages, etc. Mais j'étais pas du tout dans l'optique de devenir blogueuse ou quoi que ce soit. Et donc du jour au lendemain, après cet événement-là, je me suis lancée, tout simplement. J'ai pas réfléchi, j'ai créé mon blog, en 24 heures c'était fait, je me suis lancée. Et puis après, tout s'est enchaîné très très vite. Et puis voilà, maintenant j'en fais pratiquement mon activité principale. Alors j'ai pas une agence en particulier, je travaille avec plein d'agences différentes, je sais même pas combien honnêtement. Et en fait simplement un jour les agences viennent te trouver, ils te demandent voilà, tes coordonnées, peut-être un petit peu tes goûts, tes préférences, ta taille de vêtements pour te cibler un petit peu. Et puis après ces agences-là en général t'envoient un petit peu des envois presse toute l'année. Donc tu reçois des petits colis surprises parce qu'ils ont déjà tes coordonnées, ton adresse, etc. Ou alors justement parce que tu es dans leur base de données, ils te contactent pour d'éventuels partenariats avec des marques plus ciblées. Mais voilà, je travaille pas avec une agence en particulier, c'est vraiment assez large. Je travaille également avec des agences en Belgique et au Luxembourg. En fait, ce que les agences apportent de plus, c'est un dialogue plus ouvert et plus facile pour négocier le contrat. C'est-à-dire que quand une marque vient t'aborder pour un contrat, un partenariat rémunéré ou non, les marques en général ne savent pas très bien comment communiquer et comment travailler avec les influenceurs. Donc souvent c'est très problématique comme échange et souvent ils ne veulent pas rémunérer. Tandis que les agences, on leur offre un budget, la marque qui fait appel à l'agence leur offre un budget que eux doivent négocier pour répartir entre les différents influenceurs avec lesquels ils veulent travailler. Donc eux, ils vont être vraiment beaucoup plus structurés, il va y avoir une structure au niveau du mail, au niveau du briefing, au niveau de la facturation, ça va être très réglementé, très droit parce qu'ils savent déjà ce qu'ils font tout simplement, que les marques malheureusement, s'ils n'ont pas un bon community manager ou qu'ils ne font pas appel à une agence de presse, c'est plus compliqué au niveau vraiment de l'échange, de la négociation, du dialogue. On sent la différence en tout cas. Tout avec mon téléphone. Vraiment tout. Photos, vidéos, montage. Je fais tout sur téléphone. Je passe plus du tout par ordinateur ou par appareil photo. Par gain de temps et par facilité tout simplement. Même avant, je passais sur ordi, sur iMovie, je devais retransférer sur mon téléphone, machin. Là maintenant, je fais tout via téléphone et franchement, niveau qualité, je suis plutôt contente. C'est pas non plus, ça vaut pas du matériel de pro, mais au moins, je l'ai toujours sur moi. Même niveau du montage, vu que j'ai tout le temps mon téléphone avec moi, je peux faire du montage dans le bus, dans le train, peu importe. Et du coup, c'est un gain de temps pour la vie de tous les jours. Alors c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis très créative et je le sais, mais alors dire d'où ça me vient, moi je suis un peu ce qu'on appelle un oiseau de nuit. Donc la journée, pour moi, je suis pas du tout efficace, mais par contre la nuit, même dans mon sommeil, je vais avoir des idées. Donc parfois je me réveille en plein milieu de la nuit parce que j'ai une idée de vidéo dans mon sommeil. Donc je vais le noter dans mon téléphone pour pas l'oublier le lendemain et du coup le lendemain je vais plus creuser l'idée. Mais les 3/4 franchement de mes meilleures idées et de mes vidéos, en tout cas que moi j'aime le plus, c'est des idées que j'ai la nuit.
Vraiment la nuit. Et après, voilà, oui, je m'inspire de ce que je vois sur Instagram, quand je scrolle, etc. Enfin, forcément, il y a des personnes qui m'inspirent, des comptes qui m'inspirent, des poses, des styles de photos, des univers. Je pense que Instagram, c'est une source d'inspiration constante au quotidien. Mais mes idées les plus abouties, c'est vraiment dans mon sommeil ou alors dans mes insomnies, vraiment en plein milieu de la nuit. Jamais la journée. C'est dur cette question. J'ai pas l'impression de faire des sacrifices. C'est possible qu'il y en ait pas? Rien. Enfin si, peut-être le fait que... Ouais, peut-être que t'as un peu moins de vie privée, que tout le monde te connaît, etc. Peut-être ce côté-là, mais... Et encore. Bon. Franchement, j'ai pas l'impression de devoir faire des sacrifices. C'est plutôt l'inverse. Bah, honnêtement, j'ai pas l'impression de faire des sacrifices. Même du tout. Y en a aucun qui me vient à l'esprit parce que... Je fais ce que j'aime et je pense que n'importe qui aimerait vivre de sa passion, tout simplement. Enfin, je vois pas quel sacrifice je pourrais faire pour ça. Si ce n'est que, allez, oui, peut-être que je suis du coup beaucoup sur mon téléphone, peut-être que ça peut déranger certaines personnes. Et encore, quand je suis dans des moments vraiment avec mes amis, etc., je fais attention. Mais sinon, à part ça, je fais vraiment aucun sacrifice. C'est juste trop cool de pouvoir vivre de ça. Donc forcément, c'est plus du bonheur que des sacrifices. Alors il y a 1 an, je t'aurais répondu non. Sophie Fantasy, naïve, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas de compétition. Parce que moi je suis comme ça en fait. Je suis pas quelqu'un qui se met en compétition avec les gens. Pour moi c'est un milieu où il y a de la place pour tout le monde. Je vois pas pourquoi commencer à faire des concurrences. Machin a eu tel contrat, lui n'a pas eu. Enfin, c'est pas dans mon caractère. Donc il y a 1 an, je t'aurais répondu à cette question que non, je ne ressens pas la concurrence et je ne la vois pas. Mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux te dire que je la ressens très fort parce qu'il y a des personnes carrément dont je me suis éloignée parce que je vois bien que ça se met en compétition avec moi et que moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas cautionner. J'ai besoin d'être avec des gens qui de un, ne se sentent pas supérieurs pour telle ou telle autre histoire de contrat, pour moi, tout le monde est au même niveau. Peu importe le nombre d'abonnés, je vois pas pourquoi on devrait faire des concurrences et des compétitions, que ce soit, comme je dis, au niveau des contrats ou au niveau du chiffre, au niveau de qui progresse plus vite que l'autre, qui atteint les 10K en premier, qui atteint les 100K en premier, qui atteint le million en premier. Enfin, je pense que si on commence à faire ça, c'est plus un plaisir. Quand on commence à être trop focalisé sur les chiffres, ça devient maladif, ça devient malsain et moi je veux pas basculer de ce côté-là. Donc je fais vraiment les trucs pour moi et j'essaye de pas me comparer aux autres, de pas me mettre en compétition, etc. Même si je sais, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se mettent en compétition avec moi. Voilà, je pense depuis toujours, je suis quelqu'un qui a toujours attiré la jalousie sans le vouloir. Pourtant, je m'entends bien avec tout le monde et je cherche vraiment jamais les histoires. Mais il y en a beaucoup qui se mettent en compétition avec moi. Peut-être parce que je suis une menace. Tout simplement. Voilà. Non, je pense que la réussite fait peur. Donc quand les gens voient que tu réussis et voient que ça marche pour toi, ils te perçoivent comme une menace. Quand t'es plus une menace et qu'ils t'ont dépassé, il ne signifie plus rien pour toi. Enfin, ils n'accordent plus d'importance à ta personne. Et il y en a beaucoup qui m'ont comme ça nexté alors que c'était les premiers à venir me gratter la manche quand j'avais plus d'abonnés à l'époque. Et puis une fois que la tendance s'inverse, oh, Sophie Fantasy, c'est qui? Je ne sais pas. Voilà. Facile. Alors pour moi, un blogueur déjà de base, initialement, la base de base, le blogueur a un blog. C'est de là que ça vient tout simplement. L'influenceur, c'est quelqu'un qui influence. Donc de base, quand les blogs ont été créés, c'était pas du tout dans un but d'influencer qui que ce soit, quoi que ce soit. Les partenariats n'existaient même pas. Donc on avait un blog simplement dans l'esprit du partage. Donc on partageait des choses qu'on aimait, des looks qu'on aimait, des endroits, des adresses, enfin peu importe. Le but premier d'un blog, c'est le partage. Donc pour moi, le blogueur, c'est quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie de créer quelque chose avec sa communauté. Ensuite, il y a Instagram qui a débarqué et puis il y a eu tout ce milieu de l'influence qui a explosé. Et pour moi, là, à l'heure actuelle, oui, c'est vrai que même moi, on me qualifie d'influenceuse, mais pour moi, je reste une blogueuse parce que tout simplement, sous mes posts, sous mes légendes,
Je raconte quelque chose. Il y a des tips, il y a une histoire, il y a un texte. Je me contente pas de mettre Oh, what a lovely day ou une bête citation comme les 3/4 des influenceurs font. Pour moi, ça c'est du contenu vide. C'est du contenu vide de sens. Et ça, oui, ça peut être qualifié d'influenceur pour moi parce que le blogueur va vraiment partager, raconter, il y a une histoire derrière, c'est pas un contenu qui va être vide et le mot influenceur à l'heure actuelle c'est vraiment le mot parfait pour qualifier les influenceurs issus du milieu de la télé-réalité, c'est-à-dire prendre un produit, sourire et être payé. Voilà, ça pour moi c'est un influenceur. Donc je me qualifie pas d'être une influenceuse du tout. Influenceuse, je trouve c'est un côté très péjoratif, très marketing, très on est là pour vendre, pour inciter à l'achat. Et j'aime pas ce côté-là parce que moi je fais pas ça pour inciter les gens à l'achat. Je parle d'un truc qui me plaît. Et puis après, libre aux gens, s'ils l'achètent, ils l'achètent pas. Moi, je touche rien. Je n'accepte jamais les partenariats sur commission, ça ne m'intéresse pas. Donc, je parle d'un truc. Moi, mon job à moi, c'est de créer du contenu autour d'une marque qui me plaît. Point. Ça s'arrête là. Après, l'influence fonctionne ou pas, c'est propre à sa communauté. On peut pas obliger quelqu'un qui nous suit à acheter tel ou tel autre produit. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop ce mot en fait, parce que c'est vraiment ce côté influencer, pousser à l'achat qui n'est pas le sens premier, qui était de base juste partager ce qu'on aime. Non. Pas du tout. Je trouve que déjà de base, la Belgique, on est un pays oublié. Mais en Belgique, le milieu de l'influence déjà est très petit. Puis il y a cette distinction entre la partie flamande et la partie wallonne aussi. Donc forcément, on se connaît déjà pas tous mutuellement. Et non, clairement, je trouve qu'on n'est pas du tout assez mis en avant. Après, oui, on se rassemble tous à des événements, etc. où on est invité. Donc ça nous permet quand même de se rencontrer et de se connaître au minimum de vues. Mais tout ce qu'on entend, en tout cas sur les influenceurs, que ce soit à la télé belge ou même française, c'est toujours très péjoratif. C'est rarement positif quand on parle des influenceurs, je trouve. En tout cas, dans les médias, c'est assez mal vu. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais dans le milieu de la publicité traditionnelle, de la télévision, la radio, etc., qui sont la publicité de base, vu qu'avant tout ça n'existait pas, je pense qu'ils ont peur, entre guillemets, parce que maintenant il y a de plus en plus de marques qui font appel aux influenceurs parce que ça leur revient moins cher, c'est moins coûteux, c'est plus efficace. Donc je pense qu'il y a un petit peu ce côté pub traditionnel qui se perd, et je pense que c'est pour ça que les médias s'acharnent sur les influenceurs. Puis ils se donnent à cœur joie aussi de faire passer les influenceurs comme étant des cons. Le stéréotype de, je vais dire, voilà, le cliché de la blonde un petit peu conne, bébête, issue de télé-réalité, qui montre son truc de blanchiment dentaire, quoi. Or, c'est bien plus que ça. Ils prennent toujours les cas à mettre en avant, ils prennent que des cas extrêmes de gens qui se contentent du strict minimum, qui sont très superficiels, très dans le paraître, alors que tous les influenceurs et les blogueurs sont pas tous comme ça, même si oui, le métier de base reste le même, on travaille pas tous de la même manière et on n'a pas tous les mêmes valeurs, ça c'est une certitude. Brut, que j'adore, c'est un média que j'adore suivre. Ils ont posté une vidéo sur le dropshipping. Les influenceurs font de la publicité mensongère. Moi je lis ça, j'étais là, bon. Alors bien sûr les influenceurs qui sont mis en avant dans cette vidéo, c'est que des gens de télé-réalité. Alors c'est toute un micro-reportage où ils parlent justement du dropshipping, et que les influenceurs mettent en avant des produits issus du dropshipping, donc qu'on trouve à 3 € sur Wish ou AliExpress, et que des sites s'approprient en posant juste leur logo dessus et ils revendent ça à 50, 60 € et les influenceurs en font la promo. Et donc les gens qui ont créé le site de dropshipping se font des couilles en or parce que tout le monde tombe dans le panneau et ça marche et voilà. Mais ce qui m'a dérangé dans cette vidéo, c'est que c'est mis donc les influenceurs font de la publicité mensongère. Mais pourquoi les influenceurs ? Pourquoi pas simplement le créateur du site ? Oh, vraiment, ces influenceurs, faut pas les écouter, c'est des menteurs. Ils vous font acheter des trucs que vous pouvez avoir sur 3 € à 3 € sur AliExpress. Alors que les vrais menteurs dans cette histoire, c'est les gens qui font du dropshipping et qui montent une entreprise et un site sur base de produits à 3 € sur AliExpress. Et moi, je prends le cas, justement, d'un truc que je n'ai d'ailleurs pas encore parlé sur Instagram. Encore une fois, je vous donne une info. Donc j'ai récemment collaboré depuis quelques mois sur donc le long terme avec une créatrice liégeoise.
Donc créatrice belge, liégeoise en plus, acheter local. En cette période de crise, il faut acheter local. J'ai pas arrêté, je lui ai fait de la super belle pub. Mais vraiment, hein, moment des fêtes de fin d'année, je disais à tout le monde, allez vraiment acheter local, c'est une super créatrice, j'adore ses bijoux, nanana. Une abonnée qui m'écrit, il y a quoi, même pas 2 semaines, dit Sophie, je voulais quand même te dire quelque chose parce que je trouvais que c'était quand même cher les bijoux qu'elle revendait, donc j'ai essayé de voir si je pouvais pas trouver des similaires sur AliExpress. Et en fait, elle n'est pas créatrice, elle fait du dropshipping. Donc elle se revendique comme étant une créatrice locale belge liégeoise. Moi, je le dis sans le savoir. Parce que c'est vrai, j'ai pas été vérifier si elle avait un atelier, je lui ai pas demandé des backstage de la création de ses bijoux, enfin voilà. Donc moi, je fais tout mon baratin, etc. Pendant qu'en fait, j'apprends qu'elle achète à 50 cents sa paire de boucles d'oreilles qu'elle revend à 30 et qu'elle vend à mes abonnés à 30 € parce que j'ai des abonnés qui ont commandé chez elle. Donc indirectement, j'ai arnaqué mes propres abonnés. Moi, j'ai été arnaquée et du coup, on pourrait dire les influenceuses, publicité mensongère vous poussent à acheter du dropshipping. Mais en fait, moi, je me suis fait arnaquer au même titre que mes abonnés, j'étais pas au courant. Donc elle m'a bien eu. J'en ai pas encore parlé. Je réfléchis encore à la manière dont je vais amener le truc. Mais je vais faire un lien avec la vidéo de Brut, ça c'est sûr. Non. Alors il faut savoir que de base, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, même si ça se voit pas du tout. Quand j'étais petite, même commander un coca au restaurant, ma mère m'obligeait. Parce que je devenais toute rouge, je parlais tout bas, j'étais vraiment une enfant très timide de base. Et ensuite, j'ai fait du théâtre pendant 3 ans, qui m'a beaucoup débloquée. Et j'ai fait partie d'un mouvement de jeunesse, donc le Patro, Team Patro. Où là, bah, forcément, on n'a pas le choix, on est avec des enfants qu'on connaît pas, on doit faire des activités. Enfin voilà, petit à petit, après, je suis devenue même monitrice. Et c'est vraiment, je pense, le théâtre et le Patro qui m'ont vraiment débloqué au niveau de ma personnalité et du coup avec les années je suis devenue hyper sociable, hyper à l'aise. Maintenant c'est quand les autres n'osent pas aller parler à quelqu'un ou aborder quelqu'un, c'est moi qui y vais. Alors qu'à l'époque j'étais vraiment, on me disait ça va, je devenais toute rouge, je piquais un phare quoi. Ma mère m'a toujours prise en photo. Depuis toute petite elle nous prend en photo avec ma sœur, donc j'ai envie de dire ça a toujours fait partie de moi et je suis un peu habituée à ça, mais forcément au tout début que j'ai commencé mon activité, j'étais beaucoup moins à l'aise que maintenant. Maintenant j'ai compris le truc, je sais les poses qui me mettent en valeur, je sais voilà ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Enfin, ça va beaucoup plus vite aussi. Avant, pour avoir une bonne photo, il me fallait déjà beaucoup parce que j'étais plus gênée, moins sûre de moi aussi. Parce que ça aussi, avec les années, j'ai pris énormément de confiance en moi. Qu'à l'époque, j'avais pas du tout confiance en moi, je ne m'aimais pas, je ne m'assumais pas, que là maintenant j'ai une autre mentalité d'esprit, une autre vision de moi-même, et tout ça combiné, bah, je pense que ça joue beaucoup dans le fait d'être à l'aise derrière l'objectif. Il faut jamais dire jamais. Mais pour le moment, en tout cas, je n'ai jamais travaillé avec des marques de luxe. Premièrement, parce que déjà, elles ne me contactent pas spécialement. Deuxièmement, parce que ma ligne éditoriale, justement, c'est de proposer des looks, des bons plans à petit prix. Donc ma communauté me suit de manière générale pour justement aller manger dans des endroits sympas avec des petits budgets, s'habiller en total look pour 50 € maximum. Enfin voilà, tout ce dont je parle au quotidien, tout ce que je partage, tout ce que je mets en avant, c'est jamais des prix exorbitants. Je reste toujours dans une gamme de prix abordable, accessible à tous. Parce que moi-même j'ai galéré dans le passé dans ma vie et je pense que quand on est étudiant on a besoin de ça, on a besoin de bons plans, on a besoin de facilité, on a besoin de trucs de la vie de tous les jours à petit budget. Donc en fait si là maintenant dans le moment actuel, si je me dirigeais vers du contenu de luxe, déjà je pense que je perdrais les 3/4 de ma communauté, que ça n'intéresserait pas et surtout ça ne me ressemblerait pas tout simplement. Encore il y a quelques mois j'ai été contactée par une marque de bijoux un peu plus oui, luxueux on va dire, qui étaient des bijoux vraiment des diamants etc. Et ils me proposaient justement de choisir des bijoux et d'en parler sur Instagram. Dans un premier temps, j'ai accepté, honnêtement, pour être transparente, j'ai accepté parce que je me suis dit, c'est cool, ça pourrait faire un chouette cadeau pour ma maman. Parce que moi, honnêtement, ça m'intéressait pas plus que ça, mais je trouvais que c'était une chouette idée cadeau pour offrir. Et si je peux offrir un joli bijou un peu luxueux à ma mère en échange de travail, ça me dérangeait pas. Donc dans un premier temps, j'ai accepté. Puis après, quand j'ai vu les prix, je me suis dit,
Si je parle de ça sur Instagram, ok, oui, c'est cool, mais qui va acheter ça dans ma communauté? Personne. Parce que les gens me suivent moi-même pour des petits prix, pour des bons plans. Donc, qui aurait envie de débourser, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 300 € un collier ou je ne sais plus. Qui aurait envie, suite au fait que j'en parle, qui aurait envie en fait d'aller l'acheter ce collier ou ce bijou, enfin peu importe, parce que c'était quand même un sacré budget à sortir. Et justement quand je me suis rendu compte après un peu de réflexion que ça allait sortir complètement de ce que je faisais et de ma ligne éditoriale, alors que pourtant j'aurais pu être égoïste et me dire oh bah tant pis si ça plaît pas à ma communauté, moi au moins ça me fait un cadeau gratuit pour ma mère, elle sera contente, je peux lui faire plaisir, et tant pis ce que les gens vont en penser, et tant pis s'il n'y a pas de vente pour la marque. Mais non, du coup, j'ai décidé d'annuler ce partenariat. J'ai été honnête avec la marque. Je leur ai dit, écoutez, je pense que finalement, ça va pas matcher avec les gens qui me suivent. Et voilà, j'ai décliné gentiment. Je dirais déjà pas une robe, parce que quand il y a du vent, c'est super chiant. Le nombre de fois où j'étais super contente de sortir en été avec une robe et qu'il y avait, hop, un petit coup de vent. Bonjour les passants. C'est pas... Niveau pratique, on n'y est pas. Mais niveau look, ouais, c'est sympa une petite robe, mais non, je dirais pas ça. Je dirais peut-être un ensemble brassière cycliste avec un petit blazer léger, oversize par-dessus. Parce que du coup, bah, s'il fait trop chaud, je peux enlever le blazer. C'est léger, c'est pas court, parce que du coup on peut pas voir nos fesses s'il y a du vent. Les passants du coup sont pas trop voilà, dans des regards louches, parce que hein, on sait bien, les passants, surtout les hommes, hein, messieurs, bonjour, dès qu'on dévoile un petit peu une partie de cuisse, de jambe, hein, voilà. Donc ouais, je pense que brassière cycliste avec le petit blazer oversize, c'est bien. Comme ça, c'est pas trop chaud, pas trop froid, t'es à l'aise, tu peux faire des mouvements et t'as confiance en toi. Mon ex, est-ce qu'on peut appeler ça un ex, je ne suis pas sûre, était en fait l'ancien collègue de travail de Valentine. Il arrêtait pas de nous dire, chacune mutuellement de notre côté, sans qu'on se soit jamais rencontrés, ah bah je suis sûre que vous vous entendrez bien. Il me disait tout le temps une phrase qui m'a marquée, il me disait, elle aime toujours les petits endroits un peu cute comme toi. Il disait souvent ça, et enfin bref, avec le temps, je me suis dit bon bah c'est vrai qu'il faudrait un jour que je la rencontre, cette Valentine, tu m'en parles tellement souvent, et par la suite j'ai appris que c'était pareil de l'autre côté, que du coup un jour on a planifié du coup un petit resto, Valentine et moi, sans se connaître, un peu un resto de rencontre. Elle voulait un peu des conseils justement pour se lancer, pour lancer la Belge Gosse Shop. Donc de base voilà, on s'est fait un petit rendez-vous qui initialement devait porter plus sur des petits conseils, etc. Et au final, on a presque parlé de tout sauf de ça. En fait, on s'est tellement bien entendu du premier coup que j'avais l'impression que je la connaissais déjà depuis toujours. Enfin, ça s'explique pas vraiment. Ça a été un peu coup de cœur amical. Et du coup, bah là, ça fait 1 an et demi, je pense qu'on se connaît. L'idéal pour moi, ça serait de pouvoir être à mi-temps community manager pour une enseigne et l'autre partie du temps, être community manager pour moi-même et continuer mon activité sur les réseaux sociaux, à partager, etc. Une de mes passions en dehors d'Instagram, c'est la danse. Donc j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune. Une fois que je suis arrivée ici à Liège pour mes études, j'ai arrêté parce que je connaissais pas Liège, je savais pas où aller, etc. Donc j'ai arrêté temporairement. Et là, ça fait 2 ans que j'ai recommencé la danse. Ça a été une passion, vraiment une passion pendant longtemps, où carrément, même en dehors des cours, quand j'étais ado, j'allais avec des potes, des breakers et tout ça. On allait dans une salle gratuite de la maison des jeunes où il y avait un miroir. Et on allait là-bas, on inventait des chorégraphies, on s'entraînait, quoi. J'aimais trop, franchement. C'est vraiment un côté... Mais pourtant, je suis gênée de danser. Genre, par exemple, quand il y a maintenant la mode de TikTok, je pourrais très bien, tu vois, faire des danses sur TikTok. Mais même ça, je le fais pas. C'était un petit peu difficile au début. Dans un premier temps, mes parents comprenaient pas trop et ils voyaient ça plus comme une distraction en dehors de mes études.
Mais là, maintenant qu'ils ont compris que la logopédie, c'était pas fait pour moi et que je voulais vraiment faire autre chose de ma vie, maintenant, ils voient ça réellement comme un métier où je touche des revenus, où je suis reconnue pour ce que je fais, où j'ai des contrats avec des marques, où je dois faire des devis à des clients, etc. Donc maintenant, ils ont compris le côté, on va dire, plus professionnel de la chose. Après, mon papy, par exemple, il pense toujours que je suis modèle photo. Voilà, c'est... Déjà, mes parents, c'était un cap. Mon papy, on va laisser, on va laisser le stade de modèle photo parce que c'est trop compliqué. Mais sinon, voilà, dans ma famille, maintenant, en tout cas à l'heure actuelle, c'est bien perçu. Voilà, c'est plus sujet de discorde, on va dire ça comme ça. Tout simplement parce que je m'écoute. Donc avant, je me mettais une pression monstre pour poster minimum une photo par jour, tous les jours être active en story. Il fallait faire du non-stop. J'avais peur d'être tout le temps sanctionnée par l'algorithme d'Instagram, malheureusement, qui est important quand même. Mais quand on ne publie pas pendant un certain temps, même un jour, 2 jours, Instagram te sanctionne pour ta prochaine photo. Et je me suis mis pendant longtemps une pression vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis des chiffres, en me disant si je suis pas assez active, je vais perdre des abonnés et il faut poster à telle heure parce que si tu postes une demi-heure en retard, c'est fini, t'as moins de likes. Et j'étais rentrée tellement dans un cercle vicieux où il y avait tellement tous ces chiffres et ces statistiques qui comptaient que du coup j'arrivais plus à en avoir la passion que j'avais initialement. Donc là, depuis quelques temps, j'ai décidé de faire un peu abstraction de ça, même si c'est dur, je le cache pas. C'est pas facile de faire totalement abstraction de tout ça parce que ça compte malheureusement. Et ça pèse dans la balance, aussi bien pour les contrats, pour les montants des contrats aussi. Enfin voilà, donc je peux pas dire que je m'en fous des chiffres, mais j'ai juste essayé de faire avec. Ils sont là, faut accepter et je me mets plus de pression si je poste pas à 20h30 et que je poste à la place à 21h45, c'est pas un drame, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, là vraiment je suis dans une période où j'ai pas trop d'inspiration pour mes photos, je suis plus dans du format vidéo parce que j'ai beaucoup d'idées pour les vidéos, donc je poste essentiellement des vidéos réelles, mais niveau photo j'ai plus trop d'idées, etc. Donc c'est pas grave, je me suis dit écoute-toi. Vaut mieux attendre que ça revienne et au moins créer du contenu de qualité qui te ressemble plutôt que de se forcer à faire des photos quand t'as pas envie, que tu vas pas être satisfaite du résultat. Surtout je suis très perfectionniste. Voilà. Et qu'au final ça se ressente parce que je pense que quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ça se ressent. Donc maintenant je fonctionne uniquement quand moi j'en ai envie, quand je suis dans un bon jour, quand je le ressens, un jour où je me sens bien dans ma peau, voilà. Où les idées sont là, je vais peut-être faire plus de photos sur une journée où j'ai plein d'idées et puis passer plusieurs journées où là malheureusement j'aurais peut-être pas d'idées pendant plusieurs jours, mais en tout cas je ne me force plus, j'essaie vraiment de me détacher des chiffres pour justement essayer de conserver cette passion et ne pas me sentir frustrée en fait, de devoir poster absolument à des heures, poster pour des chiffres, poster pour des likes, poster pour des statistiques au final, alors que de base c'est une passion justement et je veux que ça reste une passion. Moi mon but c'est pas de vivre d'Instagram pleinement. Si ça arrive un jour, je cracherai pas dessus honnêtement. Tout le monde souhaiterait avoir l'opportunité, je pense, de vivre de sa passion. C'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens qui se réveillent le matin et qui se lèvent en n'ayant pas l'envie d'aller travailler parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas le choix pour payer leur loyer, payer leurs factures et que souvent, on a pris une mauvaise direction sans s'en rendre compte tout de suite et puis après c'est trop tard pour faire une reconversion professionnelle, changer d'orientation, etc. Donc je pense que c'est triste de se lever tous les jours de sa vie et se dire j'ai pas envie d'aller travailler. À partir du moment où c'est ta passion, t'as envie de te lever, t'as envie de travailler, t'as envie de faire ce que tu fais parce que t'es passionné. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est que sur le long terme je veux garder ça. Donc que je vive d'Instagram ou pas, du moment que je reste passionnée dans ce que je fais, peu importe le métier que j'aurai, moi ça me convient. Mon but c'est vraiment d'être épanouie et heureuse dans ce que j'entreprends. Donc là voilà, j'aimerais bien être community manager pour une entreprise dans le secteur mode, beauté, peu importe, quelque chose qui me ressemble, à mi-temps. Et l'autre moitié du temps, du coup, continuer mon activité pour moi-même sur les réseaux sociaux, par exemple. Et alors peut-être dans un futur pas proche, plus lointain, peut-être un jour créer quelque chose à mon nom. Quoi, je ne sais pas exactement, mais
je pense que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Mais pas pour tout de suite. Dans plus tard. Voilà.